Bonjour à tous, bienvenue dans les interviews Histoire sur Timeline Radio. Je suis ravi aujourd'hui de recevoir pour la première fois l'historien Dominique Barbe pour son superbe, magnifique ouvrage de Maui à Kamehameha Ier, l'Océanie ancienne, que vous avez là sous les yeux, puisque vous savez que nous sommes en vidéo sur YouTube, @Timeline Story 2026. C'est une collection sublime, en plus, dirigée par Joël Cornette, Monde ancien chez Belin. Bonjour Dominique. Bonjour. J'avais reçu, c'était l'historienne sur les Vikings, je me souviens évidemment. Ah oui, Lucie Malbos. Malbos. Voilà, exact. Voilà. Lucie Malbos avec... Très beau, très intéressant ouvrage. Oui. Si vraiment il y a un livre à posséder sur l'Océanie, mesdames, messieurs, je vous le dis, c'est vraiment celui-là pour comprendre ce monde du Pacifique que je connaissais absolument pas avant de recevoir le livre, ou en tout cas pas bien. Du coup, je me suis plongé dans votre livre L'Histoire du Pacifique, évidemment aussi pour cette interview. Avant de commencer, moi j'aimerais bien savoir, vous poser une question un peu personnelle, comment est-ce qu'on passe du médiéviste que vous étiez à spécialiste, le grand spécialiste du Pacifique et de l'Océanie en particulier? Bon, c'est une histoire assez classique. En fait, enfant, j'avais deux passions. J'avais la passion du monde romain, antique, etc. Et surtout de l'Antiquité tardive, ce que j'ai développé dans mes premiers travaux, puisque j'ai écrit un livre sur une impératrice byzantine, et puis j'ai fait une thèse quand même là-dessus. Et puis j'avais une autre passion, plutôt familiale cette fois-ci, c'était l'Océanie. Ma mère nous emmenait au musée de la France d'Outre-mer, enfin ça s'appelait comme ça à l'époque, on regardait les tambours du Vanuatu, etc. C'est une passion qui lui venait elle-même de sa grand-mère qui avait été à l'expédition de 1931 et qui avait découvert ce monde. Enfin, c'est une histoire. Et donc j'avais toujours dit, enfant, je veux aller là où on fait les tambours du Vanuatu. Et donc c'est pour ça que je suis parti en Nouvelle-Calédonie, parce que c'était plus facile. Et donc j'y suis arrivé, et comme j'ai un vice qui s'appelle le vice de la collection. Les historiens, j'ai l'impression. Je me suis mis à collectionner des objets de cette région, et de fil en aiguille, je suis devenu quelqu'un qui connaissait bien l'Océanie. Je donnais des cours à l'université là-dessus, des cours d'histoire de l'art, beaucoup de cours sur l'art océanien, et puis donc sur l'Océanie de façon générale. Alors, moi je suis étonné parce que de plus en plus de livres arrivent sur l'Océanie, sur ce monde-là. On a l'impression qu'on redécouvre ou qu'on découvre, je ne sais pas trop. En tout cas, moi je découvre. J'avais Christian Grattalou il n'y a pas si longtemps, qui est lui aussi un passionné du monde pacifique aussi, de la géographie en général. Comment ça se fait? Comment vous expliquez ça? C'est une espèce de résurgence, ou en tout cas d'un coup, comme si on découvrait? C'est parce que les Français, à mon avis, les Français sont très en retard au niveau écriture sur le Pacifique et sur l'Océanie de façon plus précise. Ceux qui ont la mainmise actuellement et qui font la plupart des publications, c'est les Anglais. Oui, la langue anglaise, parce que c'est surtout les Américains, l'Université d'Hawaï, et puis les Australiens, l'Université de Canberra. Et donc, effectivement, on a un petit retard là-dessus. Que moi j'ai voulu combler, justement. J'avais déjà écrit un livre sur l'histoire du Pacifique pour la même raison, c'est-à-dire je voulais être utile à mes étudiants, entre autres, et donc c'est un livre, c'est un peu cette préoccupation que j'ai eue là aussi, être utile, faire connaître ce monde qui est tellement différent du nôtre, et qui est complètement à l'envers en fait. Alors différent et en même temps pas tant que ça, parce que les habitudes humaines restent les mêmes. Oui, absolument, oui. Quand on regarde les traces archéologiques, c'est quasiment les mêmes. C'est ça. Étonnant, en fait. C'est ça. Mais justement, j'ai voulu aussi rompre avec une tradition qui s'était développée, c'est de faire commencer l'histoire du Pacifique avec Cook. Oui, et justement, les hommes avant, dès qu'il y a un groupe humain, il y a histoire. Bien entendu. Et donc, j'ai voulu essayer de raconter cette histoire. Et puis continuer avec le même angle de vue, c'est-à-dire essayer de raconter un peu l'arrivée des Européens, mais avec plutôt une préoccupation océanienne. Oui, je comprends. Comment les Océaniens ont ressenti cette arrivée. L'historien qui m'a beaucoup inspiré et à qui je dois beaucoup, c'est Romain Bertrand, parce que j'ai un peu suivi ses pas. Et c'est effectivement, j'ai essayé de faire un peu ça pour le Pacifique. D'accord, très bien. Il y a quelques années, moi j'avais fait une émission sur la reine Pomaré IV. Oui. Une émission qui n'a pas du tout marché. Oui. Même qui m'ont dit ce que c'est que cette nouveauté de faire des émissions là-dessus, c'est très étonnant. Oui. Non, mais les habitudes vont changer. Mais enfin, c'est toujours un peu lent, quoi. Oui, c'est vrai. Alors, je vais quand même montrer à l'image ce que c'est que l'Océanie, parce que peut-être que tout le monde n'a pas forcément ça en tête. C'est toute c'est en fait l'immense Pacifique.
C'est toute la partie à la fois côte Oui. ouest des Oui. États-Unis, de l'Amérique du Sud, et puis l'Australie, et puis la partie indienne, Insule indienne. C'est un mot que Oui, oui. j'ai découvert dans Oui, insule indienne. Oui. Alors, c'est quoi insule indienne? C'est la péninsule qui est entre l'Inde et c'est les îles de l'Inde, en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle aussi l'Indonésie. Mais c'est un peu plus large, insule Inde, parce qu'effectivement, ça permet de mettre les Philippines, par exemple. Le plus ancien peuple, ce serait les aborigènes? Oui, et certains Papous, oui. Alors, enfin, les plus anciens peuples dans la région, c'est-à-dire ceux qui sont arrivés les premiers, oui, tout à fait. Les premières traces, etc. Donc, les premières traces, c'est Sulawesi, c'est Célèbre. Les hommes sont arrivés de ce qui est actuellement l'insule Inde et qui à l'époque était un continent. Ouais. Et là, c'est pour ça c'est très drôle d'écrire un livre comme ça, parce que vous commencez, c'est un travail de 3-4 ans. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Et vous commencez en disant j'ai parlé de ce qu'on a découvert comme trace à Sulawesi. Vous mettez une photo, et puis quelques temps après, il y a une trace plus ancienne qui apparaît. Ouais, ça, ouais. Alors vous essayez de mettre la photo, et puis au dernier moment, c'était durant la relecture presque définitive. Wow. Une découverte, alors là, 67 800 avant Jésus-Christ, des mains. Donc on est vraiment devant un monde qui a connu la rupestre bien avant les Européens, bien avant les Européens. Et visiblement, Sulawesi, ça a dû être un promontoire avancé où tous les hommes se retrouvaient et puis passer la voie lacée ou la voie lacéa pour aller de l'autre côté vers Saoul. Comment on peut expliquer que ce soit bien avant les Européens, justement ? C'est très compliqué. On peut pas, non, il n'y a pas d'écrit. Il n'y a pas d'écrit et c'est sans doute, moi je pense personnellement, c'est sans doute le brassage des populations. Ouais. Là où vous avez brassage des populations, vous avez souvent des civilisations qui sont très avancées. Le Mexique en est la preuve. Enfin, absolument, ouais. Oui. Alors le livre est monstrueux, il y a plus de 800 pages, je ne sais pas combien. Non, il y a 760, je crois. Il y a une iconographie extraordinaire, il y a tout, mais il y a tout pour comprendre l'Océanie, c'est complètement dingue. Vous avez le droit de prendre un café. Hein. Oui, c'est pas un problème. Hein. Aucun souci, on est chez nous. C'est absolument incroyable. Donc 3 ans pour écrire ça, je suis pas étonné. Pas 3 ans. Vraiment sur le projet Belin, parce que je voulais écrire quelque chose de plus petit initialement. Ah oui, c'est vrai. Oui, plus petit. Puis j'ai un de mes amis qui est prof à La Réunion maintenant qui m'a dit mais pourquoi tu proposes pas ça à Belin, à Joël Cornette? J'ai écrit le soir pour vous. Enfin, le soir pour moi, et le lendemain matin pour moi, toujours, j'avais une réponse. Ah ouais. Des preneurs. Et Charlotte Balvet. Oui. C'est un super historien. Et Charlotte Balvet, qui est la directrice de collection, enfin, qui est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Alors, j'ai cru comprendre que, parce que je me suis très longtemps posé la question, vous allez me dire, j'ai que ça à faire, non, mais je m'étais souvent posé la question, comment se fait-il que ces peuples aient réussi à se rencontrer alors que la boussole n'existe pas, comment ils font? Mais j'ai compris que la mer n'était pas au même niveau. Oui, au départ, la mer n'est pas au même niveau. C'est plus facile parce qu'on fait de la navigation pour passer de ce qui est actuellement l'insule Inde continentale à l'époque et l'Australie-Papouasie. On a tout un groupe d'îles qui existent encore, Timor, etc., beaucoup plus basses au niveau des côtes, donc beaucoup plus grandes. Et donc, on va d'île en île. On navigue pas encore à cette époque-là, sans doute, avec les étoiles. Et puis de fil en aiguille, on va se mettre à aller plus loin, et avec les Austronésiens en particulier. Et là, on va quitter finalement la vision de l'île d'en face, en suivant les étoiles, mais en suivant aussi d'autres indices. Et il semble que le vol des oiseaux en particulier soit très important. Ouais. C'est le vol des oiseaux migrateurs qui d'ailleurs a dû donner l'idée à ces hommes qui étaient en Asie actuellement de passer la mer, parce que chaque année, il y a des oiseaux qui viennent de Sibérie vers la région de Darwin, et qui nichent là-bas puis qui repartent. Donc ils se sont dit, ces oiseaux sont des oiseaux terrestres, donc il y a forcément une terre. Oui, bien sûr. C'est comme ça que ça s'est passé à mon avis. Mais ils ont des moyens de navigation qui ne sont pas sophistiqués, que nous, très peu. On a mis 2000 ans à... Oui, mais on n'a pas les mêmes moyens de navigation du tout. Et puis surtout, on n'a pas le même rapport à la mer. C'est pour ça que ce récit commence par un récit chronologique sur la longue durée, puisque on n'a pas beaucoup d'informations quand même. Et puis tout d'un coup, j'ai arrêté le récit pour faire un chapitre, enfin 2 chapitres, mais un chapitre surtout sur la navigation, pour expliquer que c'est plus que la navigation d'ailleurs, c'est le rapport de l'océanien à la mer.
comment les Océaniens naissent pratiquement sur un bateau. D'ailleurs, il y en a certains qui naissent sur un bateau en Indonésie, qui vivent sur des bateaux, et puis le rapport qui est frappant quand on vit en Océanie, où les pirogues sont toujours à ras des flots. C'est pas impensable de faire une pirogue avec des bords importants. Oui, c'est ça. Et puis le bateau européen, qui d'emblée, pour les Européens, la mer est hostile. J'ai connu quelqu'un qui voulait faire une exposition sur les monstres marins en Océanie. Je lui avais dit, ton exposition ne marchera pas. Elle n'a pas marché. Il n'y a pas de monstres marins. Tout ce qui est dans la mer, y compris les requins, par exemple, ce sont des animaux favorables. Ah, d'accord. Parce qu'ils servent à quelque chose. Et c'est là que le monde est différent. Oui, c'est une autre culture. Une autre culture, oui. Et cette culture d'appréhender l'espace marin comme ça, avec l'idée en plus que quelquefois, c'est le bateau qui est stable et les îles qui bougent. Donc oui, on est carrément dans autre chose, fait qu'en fait, l'appréhension de la mer étant beaucoup moindre, on va beaucoup plus loin. Ouais. Pourquoi la civilisation de Lapita est devenue une des grandes... est aussi importante Alors, elle est très importante pour les historiens et les archéologues d'abord, parce que l'habitat, c'est une poterie très particulière, puisque c'est une poterie qui ne sert à rien. Elle ne peut pas contenir de l'eau, elle ne peut pas aller au feu, elle peut pas... Et elle est très souvent, au départ, extrêmement décorée, avec des décors faits au peigne, décors géométriques à visage humain. Et c'est un marqueur, justement, des progressions. Puis la poterie, ça se date bien. Comme chez nous, d'ailleurs. Oui. Et la poterie, en plus, elle va disparaître, mais le principe de taper sur quelque chose avec un peigne ne disparaîtra pas, parce qu'il y a un rapport entre la poterie et le tatouage. Et avec la même finalité, marqueur humain. Puisque le tatouage, c'est carrément, en Océanie, le tatouage traditionnel, c'est un marqueur de votre identité. Qui a tendance à se calvauder un peu partout maintenant. Oui, tout à fait. Mais on ne fait pas n'importe quoi comme tatouage. Oui, effectivement, je vais montrer à l'image. Si vous l'écoutez en audio, allez sur YouTube. Voilà le type de décor. Voilà, oui, avec des visages. Visages qui représentent la tête, en fait. Et la tête, c'est le siège à la puissance. D'accord. C'est le siège du mana. Là, on est sur quelle époque ? On est entre 6000 et environ 1000 avant Jésus-Christ, 800, puisque ça va disparaître vers 800. Alors, j'ai jamais la même géographie selon les archipels, la même chronologie selon les archipels. Je vais vous demander justement. Évidemment, ça change selon l'endroit. Oui, selon l'endroit. Oui. Bon. Est-ce qu'ils pensent tous la même chose ? Est-ce qu'ils ont le même panthéon Grosso modo, oui. Grosso modo, ils ont les mêmes dieux, les mêmes... mais c'est vraiment grosso, parce que quand on rentre dans les détails, c'est pas tout à fait la même chose. Maui, qui est cité dans le titre, c'est une divinité qu'on retrouve à peu près partout, en Micronésie, en Polynésie, et qui d'ailleurs est pêcheur d'îles. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que l'eau et le ciel préexistent à la terre. Oui, donc l'eau est extrêmement importante. L'eau est très importante. Oui, tout ce qui vient de la mer est bon. Okay. Et c'est d'ailleurs sur cette idée que se greffe l'arrivée des Européens, où finalement les premiers Européens qui arrivent, finalement ils sont bons, quoi. Voilà. On leur balance des pierres quand même sur les bateaux. De temps en temps, oui, parce qu'il y a quand même une appréhension. Hein. Mais de façon générale, ça se corse quand les indigènes, les insulaires montent à bord et commencent à prendre les clous, les choses comme ça. Hein. Et là, ça se corse, parce qu'effectivement, pour les Européens, c'est un vol, pour les autres, pas du tout. On échange traditionnellement, c'est un échange. J'ai apporté des cocos, c'est normal que je prenne des clous. Voilà, en gros. D'accord, ok, je comprends tout à fait. Et ce monde des Lapita, cette civilisation qui bouge beaucoup, qui vit beaucoup grâce à la mer, est-ce qu'on pourrait la rapprocher des Grecs, par exemple ? Des Grecs anciens ? Ça a été fait. Ouais. Ça a été fait. C'est une vision trop... C'est une vision très européenne, oui, très européenne. Ne serait-ce que l'idée de colonisation à la grecque, ça n'existe pas du tout. Enfin, quand on part, on a des relations, mais c'est pas des comptoirs. Ouais. On garde des relations pendant un certain temps. Le Lapita, d'ailleurs, sert à ça aussi. Hein. C'est-à-dire que le groupe qui est parti dans une île, comme il va développer un Lapita qui est sensiblement identique
à celui de départ. Quand il a besoin de quelque chose après un cyclone, parce que c'est souvent le problème, le cyclone détruit tout, donc il faut retrouver les plantes de bananiers, choses comme ça. Il repart dans son groupe, et il va retrouver son groupe grâce à ce bout de poterie qu'il emmène avec lui. D'accord. C'est pour ça que je parle de symbolum, parce que là, c'est exactement ce qui se passe en Grèce. Effectivement. Comment on arrive à savoir ça, sachant qu'il n'y a pas d'écrit, enfin, même très tardif, en fait? Parce qu'on retrouve des petits bouts qui viennent d'ailleurs. Oui, mais par exemple, quand vous dites qu'il y a des cyclones, oui. Comment vous savez? La datation des cyclones, c'est toujours impossible, précisément. Hein. Mais on sait que ça marche comme ça, dans la mesure où, finalement, les Austronésiens, puisqu'il s'agit des Austronésiens, se déplacent avec un jardin sur leur bateau. C'est-à-dire qu'il y a toutes les... Ils emmènent des plants d'arbres, ils emmènent des animaux, etc. Et on voit bien qu'à un moment donné, on a quelque chose qui va... Il y a une lacune. Donc, ils ont été rechercher ça quelque part, quoi. D'accord. Ok, je comprends. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de cet héritage, à part des bouts de poterie? Une conscience, grosso modo, une conscience quand même. Les Océaniens de l'Ouest, puisqu'il s'agit surtout des Océaniens de l'Ouest, puisque l'habitat s'arrête à Tonga et Samoa, cultivent un peu cette conscience. Et puis ça a été renouvelé dans les manuels scolaires, dans les jeunes générations, tout le monde connaît l'habitat là-bas. D'accord. Oui. Ah, ok. Donc, oui. Il y a une conscience qui reste. Qu'on appartient à un même groupe, et qu'il y a eu une époque où finalement c'est un peu une époque d'épopée. Oui, je comprends. Ouais. Alors c'est terrifiant parce que chez nous, à part les dessins animés Disney c'est Vaiana, je crois. Oui, Vaiana, oui, apparaît dans Vaiana. Oui, c'est ça, ouais. C'est la seule image, en gros, qu'on puisse avoir, à part le haka, au rugby. Oui, des choses comme ça. on est un peu... c'est normal, c'est très loin. Hein. Et puis c'est tellement différent que je trouve pas ça étonnant. Ce qui est étonnant, c'est la méconnaissance de l'histoire dans cette région-là. Ça, oui, c'est étonnant. C'est vrai. Oui. Et puis c'est vrai que quand on pense à ça, je vais retrouver les images, j'aurais dû la noter, mais c'est vrai que quand on pense à ces coins-là, c'est des images de vacances. Oui. Oui, alors c'est des images de vacances vues de loin. Parce que vivez dans des régions qui sont quand même incroyables. Oui, mais par exemple, la mer est souvent inaccessible, parce que le platier, ça fait mal aux pieds, etc. Et puis il y a des petits animaux, c'est pas si évident que ça. Oui, c'est pas si évident que ça. Oui. En fait, la mer est pas si sympa. Non. Pour un Européen, en plus, c'est pas sympa, parce que j'explique dans mon livre que traditionnellement, les arrivants se privatisent au niveau du groupe, se privatise une bande de terre qui part du récif, qui englobe le platier, qui englobe la plage, qui englobe la cocoterie derrière, et puis ça monte jusqu'à la montagne. Et ça existe encore aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous promenez sur une plage, vous n'êtes pas sur le domaine public, vous êtes sur un espace privé. Ah, ouais. Encore maintenant. Rien à voir avec ce qu'on connaît chez nous. Oui. Après, ça dépend. Aux États-Unis, c'est... Oui, mais là, c'est ancré dans les mœurs, quoi. Ça a toujours été comme ça, et les Océaniens voient pas toujours d'un bon œil passer des touristes, même si les touristes font rien, quoi. C'est chez eux, quoi. C'est logique, oui, je peux tout à fait comprendre, effectivement. On a deux logiques différentes. Est-ce qu'ils ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb? Ah oui. Oui, bien sûr. Mais c'est invraisemblable, parce que ce Pacifique, il est quand même un peu immense, quand même. Oui, mais ça partout. C'est des sauts de puce, c'est-à-dire on va d'un archipel à l'autre, et on avance grâce au système de vent et de courant. Ouais. Et donc, oui, mais ça c'est une île où il y a eu un destin particulièrement funeste pour une partie de la population. Voilà. Donc oui, ils sont arrivés sur les rivages d'Amérique. Ils sont arrivés à plusieurs endroits, oui. Et pourquoi ils ne sont pas restés et développé une culture? Parce qu'ils ont trouvé des populations qui les ont beaucoup étonnés. C'est intéressant parce que le mot aolé, qui est un mot qui désigne aujourd'hui l'équivalent du zoreille ou du popa, c'est-à-dire de l'étranger blanc, apparaît justement dans les champs dès cette époque-là. Et donc ils ont pactisé avec eux, ils ont fait du troc, parce que ça, les Océaniens adorent ça, faire du troc finalement. Et donc mais ils ne sont pas restés, non. Ils ne sont pas restés, et ne serait-ce que parce qu'ils ont dû être très étonnés par l'immensité du rivage qui était devant eux, puisqu'ils atterrent finalement sur des îlots, généralement, qui sont au large du rivage, et ils y restent. Ok, je comprends. Ouais.
On retrouve la présence de patates douces, Oui. notamment. Oui, avec le nom en plus. Ah ouais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le nom quechua qui est dans toute l'Océanie de façon traditionnelle. Ce ne sont pas C'est- des tentes. Ce sont des... oui, c'est le nom quechua, c'est d'ailleurs en fait c'est le nom du Pérou et c'est Kumar, la racine étymologique, et vous retrouvez des Kumars, des Kumaras, des Kumarés, enfin à peu près partout dans le Pacifique. D'accord. C'est quoi ces voyages en fait? C'est du commerce? C'est Non, de l'exploration? c'est de l'exploration, oui. C'est vraiment des voyages d'exploration avec l'idée que peut-être on peut pouvoir s'installer, mais qu'on verra ça après. On va d'abord... c'est comme ça que, d'ailleurs, les Polynésiens ont progressé. Généralement, ils s'installaient pour une campagne de pêche sur une île qu'ils ne connaissaient pas. Et puis après, ils se disaient, tiens, on va planter des cocotiers comme ça, quand on reviendra, c'est ce qui s'est passé à Moorea. Quand on reviendra, on aura des cocos, et puis de fil en aiguille, on va s'installer. Ça, c'est fantastique. Ça. Et on va s'installer parce que la pression du groupe fait que finalement les cadets n'ont pas beaucoup de place. Et donc si un cadet veut avec des parents avoir une place de chef qu'il n'aura jamais dans son île, il faut qu'il parte. Ouais, là, on est dans l'ethnologie. Là. Oui, on est dans la... Oui, tout à fait. Effectivement. Les Vikings étaient un petit peu comme ça aussi. Oui, oui. En fait, ces peuples de navigation. Alors ça me faisait penser aussi parfois, dans ce que je lisais, à cette grande flotte, impossible de me souvenir, la grande flotte chinoise. De Zhang-He, oui. C'est ça, voilà. J'en parle. Hein. Oui, j'en parle. Que j'ai vu après. Parce que Malacca doit tout à Zhang-He, enfin aux Chinois. Ça, en fait, effectivement. Et qui allait qui faisait un peu du canotage, c'est ça? Oui, il faisait du cabotage, oui. Et puis, en fait, les Chinois ont une tradition de la région de Canton, ils sont musulmans depuis très longtemps, puisque on estime que la première mosquée de Canton date du 8e siècle. Et quand on est musulman, ça veut dire qu'il faut faire le pèlerinage. Et donc, depuis le 8e siècle, les Chinois vont vers la Mecque. D'accord. Donc, ils arrêtent. Donc, ils passent par Sumatra, ils passent par Aceh, etc. Alors, selon les périodes, selon les dynasties, il y a des périodes d'ouverture et de fermeture. Mais dans l'ensemble, ils sont présents dans la région depuis cette époque-là. Et ils transportent, comme dirait une marchandise clandestine, comme dirait Romain Bertrand, c'est l'islam. Qui est très facile, puisque le capitaine va jouer le rôle d'imam durant la traversée, etc. Et puis finalement, comme ils ont un code commercial et un code d'honneur assez strict, ça séduit finalement les commerçants de la région. Et c'est comme ça que l'islam va progresser dans cette région-là. D'accord. Moi, j'avais toujours cru que les Chinois étaient justement hostiles à l'islam parce qu'ils sont passionnés du cochon. Oui, mais pas dans la région de Canton. C'est ça. Parce que là, vous avez une très... Chine, ça veut rien dire en fait. Oui. Tellement de Chine. Oui, c'est ça. Ouais. Vous avez une communauté musulmane qui est très ancienne et qui est très vivante. Et alors, il y a un choc avec la rencontre des Occidentaux. Oui. Là, on peut parler de choc parce que... Oui, alors le choc, il est double. C'est d'abord la nouveauté. On découvre des gens qui ont du feu, des armes à feu. Alors ça, c'est le grand truc, toujours pareil. L'Amérique du Sud, ils ont réagi pareil d'ailleurs. Oui, mais là, avec un avantage quand même, qu'on voit tout de suite dans la mort de Magellan, dans l'épisode de la mort de Magellan, c'est que les Espagnols, Portugais et autres qui débarquent à ce moment-là, débarquent en armure, ou en cuirasse à défaut d'autre chose, et ils ont en face d'eux la Poulapou en particulier, auquel je fais que je présente, parce que c'est quand même un héros philippin. Lui, il est en pagne, donc très habile, très agile, et Magellan débarque avec ses hommes dans la mer, vous voyez ce que ça donne. Hein. Et donc, effectivement, rien que ça, 3 flèches et il est mort. Et c'est terminé. Et donc, c'est un choc de ce côté-là, et puis c'est un autre choc, qui est imperceptible, c'est le choc microbien. L'apocalypse. Oui. Parce que les équipages, d'abord, sont en mauvaise santé. Deuxièmement, ils sont recrutés dans les ports, surtout à l'époque anglaise, un peu n'importe où. On va même aller jusqu'à recruter dans les hôpitaux, pour vous dire l'état sanitaire de l'équipage. Et donc, c'est des bombes bactériologiques. Oui, c'est ça. Et ça a décimé. Oui, et ça a décimé des populations qui n'avaient jamais vu d'Européens. Parce que le système du deuil en Océanie, puisque c'est des Austronésiens, donc les rites funéraires sont extrêmement complexes et se font en 2 temps, fait qu'en fait, les utérins viennent, alors généralement de d'autres îles ou de la montagne, et vont rester dans le groupe infecté, qui ne le sait pas, pendant une dizaine de jours, et ramènent ça chez eux. Évidemment.
Et donc ça se diffuse à toute vitesse, comme c'est magique. Alors il y a deux choses qui se diffusent, c'est ça, et puis les lames de hache, enfin des choses comme ça, les lames tout court. Ça se diffuse aussi sans qu'on ait vu les Européens. Hein. C'est clair, net et précis. Donc tout ce qui est alliage, oui, parce que ça c'est très précieux. Non, ils connaissent pas du tout la métallurgie. Ah, ça c'est fou, ça. Oui. J'ai fait une très belle part à l'obsidienne parce que c'est d'abord un beau marqueur archéologique. Et c'est aussi, c'est un peu comme les peuples précolombiens. À partir du moment où vous avez une technologie de l'obsidienne très très sophistiquée, passer à la métallurgie première avec le cuivre, etc., c'est une régression. Exact. Et donc on continue. Et on dédaigne les objets qu'on pouvait créer, d'autant plus que les habitants de l'insulinde ont appris aux Papous à travailler des métaux qui étaient déjà travaillés. Ils n'auront pas appris à fondre. Et comme en Amérique du Sud, pas de chevaux. Non, non. Pareil, ils découvrent. Non, ils découvrent les chevaux. Oui. Ah oui, il y a, au 19e siècle, il y a des représentations d'hommes blancs à cheval. C'est tout à fait intéressant. C'est assez incroyable. Il y a l'image du paradis polynésien, côté. Alors c'est très 18e siècle. 18e, ah bah ça, c'est une invention de Bougainville, hein, c'est lecteurs et des rousseauistes. C'est un mythe occidental. Totalement, oui. Oui. Vous qui y vivez en plus. Oui, c'est un mythe occidental. Alors, tous les mythes. Alors, ce qui est intéressant de voir, mais ça, c'est pas la période que j'étudie, mais c'est que tous ces mythes occidentaux sont repris par les locaux. Ah oui. Et donc, effectivement, ils sont persuadés maintenant que c'était génial avant l'arrivée des Européens. D'accord. Ils sont persuadés que leurs ancêtres étaient cannibales. Alors qu'en fait, avec un de mes amis, justement, on avait fait un colloque à Nouméa sur le cannibalisme en Océanie, sur les sources du cannibalisme. En fait, on pouvait démontrer qu'aucune source n'était fiable. D'accord, ça fait partie de ce que vous posez. Voilà. Et donc, finalement, et maintenant, si vous voulez, ils ont très vite compris que les Blancs avaient peur d'être mangés, et donc ils faisaient comme les parents avec les enfants. Dans le fond du jardin, il y a le loup, là, c'était dans la vallée suivante, il y a un cannibale. D'accord. Et donc, les autres n'y allaient pas, et puis les Européens ne comprenaient pas vraiment pourquoi il y avait des ossements, et surtout des crânes partout, alors qu'en fait, c'est pas du tout des crânes qui ont été mangés, généralement, c'est des crânes qui servent à des rites funéraires. Enfin, ça n'a rien à voir. Alors, je ne dis pas pour autant que le cannibalisme n'existe pas, hein, parce que les Maoris, quand même, ont été cannibales. Et ça a provoqué, d'ailleurs, l'horreur des premiers Polynésiens, Tupaia en particulier dans l'équipage de Cook, qui a vu que les Maoris qui communiquaient, c'était la même langue, manger 2 hommes, ça, pour lui, c'était horrible, quoi. C'était pas possible. J'imagine. Et justement, la langue est la même. Dans l'espace polynésien, oui. Pas la même, avec des petites différences de diphtongues, etc. Mais c'est grosso modo la même, ils se comprennent. Ah, ça, c'est dingue. Et c'est pour ça que quand Tupaia le même et Cook arrivent en Australie, alors c'est la grande déconvenue, parce que d'abord, les aborigènes, mais alors, se moquent totalement de ce qui arrive. Ils n'ont aucun intérêt pour les Européens, donc une envie c'est qu'ils s'en aillent, et puis Tupaia ne peut pas communiquer, il ne parle pas du tout la même langue. Oui, c'est vraiment à part, hein, ce monde australien, effectivement. Et au niveau, donc je parlais tout à l'heure du panthéon potentiel d'Océanie, le rapport avec le christianisme, il y a eu là aussi un choc. Est-ce qu'il y a eu christianisation à outrance? Alors, tout le système cosmologique et social repose sur le mana. C'est-à-dire qu'en fait, la puissance, enfin, c'est un mot qu'on a du mal à traduire, hein. Le mana, ça entraîne le tabou que passe notre langue, donc les interdits, et quand on est très puissant, on a beaucoup de mana. Mais c'est valable aussi pour les hommes, mais c'est valable pour les objets. Une lance qui a tué plusieurs personnes est une lance pleine de mana, donc on ne va pas la toucher n'importe comment, etc. Un homme qui a tué beaucoup, qui a fait des hauts faits de guerre, a beaucoup de mana. Donc, dans certaines régions, on va jusqu'à le nourrir parce qu'il pourrait s'empoisonner en se nourrissant. Et il peut plus marcher parce que le sol, il pourrait le rendre impropre à toute consommation. Donc, on le porte. Et puis, les dieux, c'est pareil. Et si les Européens s'imposent, ça veut dire que leur dieu a plus de mana que les dieux traditionnels. Évidemment.
Et donc la conversion, elle se fait comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, les Polynésiens, les Mélanésiens, finalement, on change de dieu, puisque c'est le dieu blanc qui a beaucoup plus de mana. Alors j'avais commencé un travail que j'ai interrompu parce que j'ai eu un petit problème d'accident de voiture. Et donc, sur justement l'iconographie religieuse dans le Pacifique. Et chez les Papous, c'est très intéressant parce que la façon de représenter le Christ au XIXe siècle, c'est une façon, on représente un missionnaire, il a une barbe comme les missionnaires. Et aujourd'hui, depuis une trentaine d'années, c'est le Christ chinois, avec des grands yeux. Et la Vierge Marie, c'est comme les Barbies, vous savez, avec des yeux énormes. Et donc, parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce sont les Asiatiques qui ont le mana, c'est plus les Européens. D'accord. Comme quoi ça peut évoluer. Ça peut évoluer, oui. Il y a un autre terme que j'ai découvert, c'est marae, que je ne connaissais pas du tout. Ah, le marae, c'est l'enclos sacré chez les Polynésiens. On pourrait traduire ça par sanctuaire ou temple, si vous voulez, mais généralement, c'est à ciel ouvert. Donc c'est tout cet espace pacifique Non, c'est surtout polynésien et un peu micronésien. On ne retrouve pas ça ailleurs. Hein. Chez les Kanaks, par exemple, c'est la case qui va jouer ce rôle-là, la grande case du chef. Mais là, c'est vraiment un espace ouvert avec une estrade qu'on appelle la houe, et celles de l'île de Pâques sont connues parce que sur celle de l'île de Pâques, on a mis les moaïs. Ouais, d'accord. Voilà. Alors l'île de Pâques, vous en parlez évidemment. Oui, on ne peut pas en parler. Ça reste un mystère encore aujourd'hui le mystère est bien, peut-être très mystérieux. On a un archéologue belge qui s'appelle Nicolas Cauve et qui a beaucoup travaillé dessus, et qui surtout a eu la bonne idée de reprendre toutes les fouilles antérieures pour vérifier. Et je pense que Nicolas Cauve a déblayé le terrain pour pas mal d'années. Hein. C'est-à-dire qu'il a montré comment l'île avait évolué et comment finalement le système de Moai avait plus ou moins disparu de façon consensuelle. Ouais. Ce qui est intéressant dans ce qu'il a montré, c'est qu'en fait, si ça évolue comme ça, c'est que le marae avec ses moai, initialement, c'est celui d'un groupe qui tient la terre, justement. Donc les moai, généralement, il y a une exception, mais ils sont tournés vers la montagne. Et donc ça veut dire que toute la bande de terre qui est là, c'est au groupe. Et à partir du moment où commencent à se poser les problèmes écologiques liés à la déforestation, qui n'est pas pas totalement humaine, parce que au XVIIe siècle, il y a eu énormément de niños, qui sont des périodes sèches, et qui ont détruit la forêt. Eh bien, il a fallu trouver une solution. Et la solution, ça a été d'arrêter de se battre et d'essayer de trouver un gouvernement confédéral. Et c'est à partir de ce moment-là que le culte de Makemake s'impose. D'accord. Et de l'homme-oiseau. Parmi l'immense iconographie que vous avez mise, il y a des statuaires qui ressemblent un peu, ils aiment bien dans cette Océanie justement les grandes pierres avec une grosse tête. Quoi. Oui, la tête c'est la puissance, alors c'est pour ça. Ouais, c'est tout à fait ça. J'ai vu passer, alors c'est pas dans votre livre, mais j'ai vu passer il y a quelque temps une information, mais j'ai pas pu la vérifier, que en gros sur l'île de Pâques, les fameuses statues, il y aurait l'équivalent enterré en termes de taille. Est-ce que ça c'est Non, c'est pas tout à fait comme ça. Les statues, les aous, étaient faits pour durer 4 à 5 générations. C'est ce que Nicolas Cauve a montré. Et donc, quand on refaisait l'aou, on gardait les moaïs qui n'étaient pas trop abîmés, et les autres servaient en dessous. D'accord. Donc, il y a des moaïs qui sont dans les structures, j'en montre d'ailleurs. Et puis, à partir du moment où on a cessé de faire des moaïs, on a voulu rendre tabou la montagne, le Rano Raraco, qui est la montagne d'où on estrayait ces statues. Et donc, on a fait des moaïs qui, eux, sont à demi enterrés, mais qui sont intransportables. Ouais. Ils protègent la montagne de tous les. C'est une zone d'interdit. D'accord. Voilà, et c'est sans doute de ça dont vous voulez parler. Oui, là, vous avez vraiment des moaïs qui... On voit que la tête, et quand on creuse, vous avez des corps qui sont pas dressables, parce que la tête est tellement grosse que la statue va casser. C'est du tuf, hein, c'est pas très solide. C'est incroyable comment ils ont fait ça. Oui. Ça reste assez dingue. Et on pense que c'était vraiment tabou, parce que les premiers navigateurs étrangers qui arrivent, on leur parle jamais de cette montagne. On leur parle pas. Donc il y a une espèce de tabou, personne n'en parle. C'est que tardivement qu'on a découvert finalement cette zone de moaïs enterrée. Ouais, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que l'Océanie a été découpée en autant de puissances coloniales différentes ?
Pourquoi ? Pas tellement beaucoup de puissance, hein, parce que finalement, l'insulin est passé aux mains des Hollandais, j'en parle assez tôt. Hein. Bon, ça c'est un monde à part. Un monde à part et qui mériterait d'être étudié de façon beaucoup plus systématique, parce que par exemple, la traite négrière entre l'Afrique et l'Indonésie... c'est horrible. Enfin, la traite atlantique, c'est rigolo à côté. Enfin, c'est là où ça fait 40% de pertes. Enfin, quand on en a marre, on balance tous les esclaves à l'eau. Enfin, vraiment un système hallucinant. Et donc, il y a eu les Hollandais, il y a eu les Espagnols, qui n'ont pas été tendres non plus, hein, surtout à Guam et dans la région. Et puis, surtout, après, il y a les Anglais qui arrivent et les Français. Les Anglais et les Français arrivent au moment de la Révolution française. Donc, c'est pour ça que les Anglais ont une prééminence, parce que les Français s'occupaient d'autre chose. et les Français arrivent tardivement, et donc ça a été découpé comme ça. Et les Allemands essaient tardivement, alors encore plus tardivement, de tailler un petit empire là. Et c'est la raison, par exemple, pour laquelle Wallis et Futuna sont devenues françaises. Wallis et Futuna, c'est extraordinaire comme histoire de colonisation, parce que c'est deux petites îles perdues dans le Pacifique qui ont été christianisées, parce que les missionnaires sont partout arrivés bien avant les puissances coloniales. Et donc, ces deux petites îles christianisées par les maristes. Le premier évêque, Monseigneur Bataillon, un nom comme ça ne s'invente pas, va recevoir le manat des grands chefs. Hein, donc, il est considéré comme une puissance presque supérieure au chef. Et donc, le roi, puis la reine, parce qu'il y a une reine à ce moment-là aussi, chaque année, envoie des vœux au chef d'État français, alors président, empereur, roi, et demande de devenir colonie. Et la France refuse, parce que c'est trop loin, c'est pas intéressant. Puis arrivent des Allemands qui s'intéressent aux Samoa, alors du coup ça devient intéressant, et paf, on fait un protectorat. Mais un protectorat merveilleux, parce que Wallis et Futuna, si vous y allez, ça n'a pas changé. Les Français c'est un tout petit vernis, quoi. Comment sont vus les Français justement dans ces lieux ? On a l'impression d'une histoire coloniale un peu commune entre la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Fidji. Pas vraiment. Ça dépend des endroits. Mais de façon générale, les Océaniens sont des gens très très courtois, hein, qui veulent faire plaisir. Et finalement, ça s'est mal passé en Calédonie, d'emblée. On n'en parle pas souvent, mais il y a quasiment des guerres tous les ans. Mais alors, comme c'est un monde éclaté, c'est là, puis là, puis là, puis là. Même la grande révolte de 1878, ça n'intéresse que le centre de la Grande Terre. Hein, le reste ne bouge pas. Et en Polynésie, ça s'est mal passé au départ. Et puis finalement, ils ont accepté les Français. De toute façon, il faut bien voir que l'état des populations océaniennes à ce moment-là est tellement tragique. Ils se battent contre les maladies, ils sont affaiblis, que finalement, il y a une espèce de désespoir. Pourquoi pas les Blancs, quoi. C'est tout. Une espèce d'acceptation. Et ce n'est qu'au XXe siècle, deuxième partie du XXe siècle, où là, il y aura une espèce de renouveau océanien. Effectivement. Pourquoi il y a des îles qui sont devenues indépendantes et puis d'autres pas ? À notre époque ? Oui. Parce que les Britanniques ont mis très tôt un processus d'indépendance en place, avec une période transitoire, etc., et que les Français ne l'ont pas fait. Les Français ont mis une politique d'autonomie, plutôt. Hein. Oui. Ce qui fait que la Calédonie, quand on regarde bien, en Nouvelle-Calédonie, par exemple, on est quasi indépendant. Oui. Quasiment. Moi, j'ai un permis de conduire 100 points, par exemple. Ce qui énerve beaucoup la maréchaussée française. D'accord. Voilà. On est ici, j'imagine. Oui, parce que toutes les lois doivent être revotées. D'accord. Donc, ils ont revoté sur le permis de conduire, ok, mais pas les points. Donc, j'ai pas de points. Ah, c'est dément. Et donc, si vous voulez, et tout est comme ça. Donc, finalement, en fait, ce que les Kanaks réclament aujourd'hui, c'est d'être reconnus. C'est simplement d'être reconnus comme une entité étatique, d'avoir un drapeau, une hymne nationale, enfin, etc. Ouais. Marqué en Alsace aussi, il y a des particularités. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup d'affinités entre le mouvement indépendantiste kanak et la Corse depuis très longtemps. Quand vous allez au fin fond
dans la Kanaki profonde, si j'ose dire, quand vous êtes dans un restaurant, c'est pas rare de voir les drapeaux kanaks alternés avec des drapeaux corses. Ah, c'est rigolo. Et il devait pas y avoir un référendum là Non, le référendum, on en a eu 3, déjà ça coûtait assez cher à tout le monde. Oui, ça, Non, il y a des élections provinciales dans 10 jours. D'accord. Qui vont renouveler le Congrès. Le Congrès qui est important parce qu'il revote toutes les lois françaises. Ouais, c'est assez spécifique quand même. Oui, c'est pour ça l'autonomie, elle est déjà en place. Ça, c'est clair. Ouais. Et en Polynésie, un petit peu moins, mais aussi pas mal quand même. Vous dites à un moment donné, je ne sais plus si c'est dans ce livre-là ou si c'est dans l'histoire du Pacifique, que justement que le Pacifique est passé du statut d'objet à celui de sujet d'histoire. Alors ça doit être dans le précédent. Oui, parce qu'avant, ça restait curieux, et puis maintenant, c'est un véritable sujet. C'est enfin devenu un sujet. Oui, un sujet, puis un sujet important, parce que derrière tout ça, il y a la géostratégie actuelle. Donc c'est devenu vraiment un espace important. Ça a commencé véritablement avec la Seconde Guerre mondiale. L'entrée dans la modernité du Pacifique, c'est 42. C'est vraiment juste après Pearl Harbor, les Américains qui débarquent partout, qui apportent on ne se rend pas compte, mais Nouméa, par exemple, du jour au lendemain, a doublé sa population. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu tellement d'Américains qui sont arrivés que du jour au lendemain... Et puis, ils venaient avec du matériel, ils ont fait des routes, ils ont fait l'aéroport de Nouméa, de Nouvelle-Calédonie, c'est un aéroport construit par les Américains. D'accord. La Chine a un rôle de plus en plus important. La Chine a un rôle de plus en plus important, oui. C'est eux qui récupèrent un peu tout. Oui. En Afrique, en fait, j'ai l'impression d'un changement de monde, en fait. Comme si le monde avait changé d'un quart de tour et que maintenant c'est la Chine qui devient prépondérante. Dans la région, le problème de la Chine actuellement, et ça, c'est depuis que la Chine s'est rouverte sur la mer, c'est que la Chine n'a pas un accès à la mer. Oui, c'est vrai. C'est une mer intérieure, c'est soit le Japon, soit les Kuriles, pas les Kuriles, Okinawa et ses îles, et puis c'est Taïwan, les Philippines, elle est bloquée. Donc d'où l'intérêt que la Chine a pour Taïwan, et justement, elle raconte des choses qui ne sont pas tout à fait exactes. Taïwan, finalement, quand vous regardez l'histoire de Taïwan, c'était chinois 50 ans. En gros. Oui, effectivement. Je veux bien qu'à partir avec Chiang Kai-shek, il y a beaucoup de Chinois qui ont émigré en Chine, mais ça n'a pas été, ça n'a jamais fait. Chacun raconte l'histoire. Qui veut, oui. Oui, c'est vrai. Et donc les Chinois, on voit bien, ils veulent accéder au Pacifique pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un espace géostratégique extrêmement important. Le problème, c'est que s'ils y accèdent véritablement, ils vont rentrer, alors là, en concurrence totale avec les États-Unis, déjà qu'ils y sont. Mais au point de vue stratégique, Taïwan, après, en face, c'est Hawaï. Et donc, on va se retrouver dans à peu près la même configuration qu'avec le Japon en 41, juste avant Pearl Harbor. Et puis, il y a ça, et puis il y a l'immense richesse potentielle que représente le Pacifique. Bon, là, on se contente des poissons, des pêches de mer, on fait des choses comme ça. Mais il y a des minerais, il y a les fameux modules polymétalliques et tout ça. Et donc ça, la Chine a un œil de convoitise là-dessus. Alors effectivement, ça change les alliances, parce que si vous regardez ce qui se passe dans notre région stricto sensu, les Australiens, qui jusqu'à présent voyaient la présence de la France d'un œil pas terrible, finalement se disent, comme les Néo-Zélandais ont inscrit dans leur constitution qu'ils ne voulaient à aucun moment être nucléarisés, ça serait quand même bien qu'il y ait une puissance nucléaire, et la seule dans le coin, c'est quand même la Nouvelle-Calédonie par la France. Et donc... Ils n'ont pas des bons souvenirs de nos essais oui, divers et variés. Là, ils exagèrent parce que nous, on n'a jamais hurlé pour les essais qui se faisaient en Russie. Or, la distance est la même. Hein. D'accord. Il ne faut pas exagérer. Okay. C'est un peu de mauvaise foi. C'est ça, oui. C'est pas ça. Oui. Mais donc, si vous voulez, c'est un peu... Et puis, alors, ils sont d'autant plus inquiets qu'il y a une très forte communauté chinoise en Australie. Moi, je me rappelle avoir dîné un jour avec une Australienne qui faisait de la politique, à qui j'avais posé la question. J'attends encore la réponse. Qu'allez-vous faire de vos Chinois s'il y a un problème ? Parce qu'il y a des Chinois depuis 1850 en Australie. Oui, bien sûr. Ça risque de modifier un peu l'équilibre du Pacifique ou...
ça risque de modifier l'équilibre du Pacifique, mais ça risque aussi de modifier surtout l'équilibre de la planète. Oui, par voie de conséquence, on est d'accord. Oui. Il y a eu les changements climatiques, vous en parlez beaucoup. Oui, alors en fait, quand j'ai voulu écrire ce livre, il me fallait une trame chronologique. Ouais. Qui regroupe tout le monde. Et la seule trame chronologique que j'avais, c'était justement l'histoire du climat ponctué d'éruptions volcaniques. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur ces changements climatiques, d'autant plus qu'ils ont plus d'effets immédiats dans le Pacifique qu'en Europe. Parce qu'évidemment, sur une nation maritime où les changements climatiques changent automatiquement le sens des courants et le sens des vents, évidemment, on voit tout de suite que c'est beaucoup plus important. Absolument. Et c'est bien de dire ça parce que là, vous parlez du niveau des mers, par exemple, vous dites que ça a été assez rapide, il progresse de 5 mètres tous les siècles. Oui, ça c'est à la fin de la comparaison avec le XXe siècle, c'est 5 cm. Oui. C'est bien de dire ça parce que quand on entend parfois les aberrations des journalistes... Oui, et puis je ne sais pas si je l'ai écrit dans ce livre, mais à la fin du règne à l'époque du règne de Saint-Louis, l'optimum médiéval, comme on appelle ça ici, dans le Pacifique, la mer est à 30 cm de plus qu'aujourd'hui, en moyenne. Bien sûr. Et donc certaines îles n'existent pas, elles vont apparaître après. Exact. Et donc c'est bien de le raconter, comme c'est bien de dire que finalement, si on reprend l'histoire climatique, on le sort de son milieu anthropique, parce que il faut quand même, on ne peut pas l'enlever le milieu anthropique. On s'aperçoit que les cycles c'est 250, 300 ans, 400 ans maximum. Or, le cycle actuel de réchauffement climatique, il commence après Louis XIV. Le grand hiver 1710-1711, c'est le dernier épisode du froid. Donc, à partir de 1720, ça réchauffe. Donc, si vous faites la soustraction, on est dedans. Et on est à la fin. Oui. On est à la fin. C'est ce que... Donc, le dernier rapport du GIEC nous montre que peut-être que ça pourrait se refroidir. Oui, et les historiens vous diront la même chose. Mais bien sûr, sauf que dire ça aujourd'hui, c'est pour un hérétique. Oui, mais c'est... Alors... Ce qu'on ne sait pas, ça il faut le reconnaître, c'est ce que les activités humaines ont modifié là-dedans. Ça c'est un autre problème. On ne le sait pas. Mais il y a quelque chose qu'on ignorait et qu'on continue d'ignorer en grande partie, parce qu'on en est au tout début, c'est l'activité solaire. Absolument, qui n'est jamais prise en compte, peu. Oui. Alors là, on est dans une période d'activité solaire intense. Très intense, effectivement. Et alors, il y a aussi quelque chose que j'ai souvent souligné auprès de mes étudiants, c'est les méga éruptions volcaniques, qui sont périodiques. Alors, imaginons une éruption comme celle du Kusrae, dont je parle en 1452, ou celui du Samalas en 1257, aujourd'hui dans la même région. Ça veut dire, d'abord, ça refroidit toute la planète pendant 2, 3, 4, 5, 10 ans. Et puis surtout, dans notre monde, plus d'avions, plus d'ondes, plus d'Internet. On imagine, il n'y a plus rien du tout. Oui, et ça, à la suite d'un petit volcan, enfin d'une éruption volcanique, d'une méga éruption volcanique, comme il y en a régulièrement. On l'a connu rapidement. Avec, oui. Je ne prononcerai pas le nom parce que c'est prononçable en Islande. Oui. En Islande, voilà. Mais ça n'a pas duré très longtemps. 3-4 jours. Mais... Oui, mais là, ça pourrait durer beaucoup plus longtemps que ça. C'est une des causes potentielles de la Révolution française. Oui. Ce serait. Oui. J'insiste beaucoup dans mon livre pour dire qu'effectivement, au XVe siècle, justement, à la suite, il y a beaucoup d'activités sismiques et avec des tsunamis absolument aberrants de 132 mètres, quand même, de hauteur. Bon, qui touche le monde néo-zélandais. Alors archéologiquement c'est facile parce qu'une grande vague couche toute la forêt du même sens. Donc vous avez des forêts entières, enfin fossiles maintenant, où on a tous les troncs les uns à côté des autres, et puis la dendrographie permet de savoir à quelle époque, enfin, etc. Et ça modifie totalement la civilisation maori. Totalement. Initialement, elle est proche de son origine, Cook, les Australes. Elle devient une civilisation plus terrienne, avec une nouvelle forme d'art qui justement survalorise la fougère. Parce que la fougère a permis de survivre aux Maoris. Tout simplement. Et donc, effectivement, on n'est pas à l'abri de ça. Quel peuple ou quelle civilisation vous a le plus fasciné, vous ? Parce que là, vous avez pu parcourir plusieurs millénaires. C'est ce qui me fascine. Bon, beaucoup de choses me fascinent parce que j'adore. Je suis parti avec une fascination pour les Maoris, justement, que j'ai un peu perdu en cours de route. J'adore l'insule Inde. Je trouve que c'est un monde merveilleux. Paradoxalement, je ne suis jamais allé à Bali.
D'accord. parce que je trouve que c'est pas intéressant avec le nombre de touristes, etc. Et alors que Java, c'est formidable. On n'a pas parlé de Java, mais voilà. C'est formidable. Et puis Sulawesi, c'est extraordinaire. Enfin, Bornéo aussi. Et donc, j'aime bien ce monde. J'aime beaucoup la Polynésie. J'aime beaucoup Hawaï. Parce que je trouve, d'abord, c'est très joli, Hawaï. C'est très, très beau. C'est rigolo. Enfin, on y est bien parce que c'est américain. C'est tout le confort. Et puis l'histoire d'Hawaï est très intéressante parce que là, contrairement aux autres endroits, on a conservé un certain nombre de récits traditionnels qui ont été transcrits par les maîtres du récit qui se sont convertis et sont devenus pasteurs. Donc ils ont pu écrire effectivement des mots lélo, c'est-à-dire effectivement retranscrire les histoires des chefs, des rois, les grandes expéditions, etc., etc. Et donc là, on a de matière à travailler. Ouais, ça c'est génial. Ça aurait dû être mon voyage de noces à Hawaï. Bah, vous avez raté quelque chose. C'est pas fini. C'est pas fini. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez voir disparaître comme idée reçue sur l'Océanie? Parce qu'on en a tellement. Que c'est un paradis. Parce que c'est un endroit de vie normal, c'est pas le paradis. Donc cette idée-là était quand même une idée très ancrée, les gens viennent avec cette idée-là. Que les Océaniens pensent comme nous, ils ne pensent pas comme nous, ils n'ont pas la même appréhension du temps en particulier. Quand on voit la difficulté qu'un Océanien a à se projeter dans le futur, on imagine celle qu'il a à retracer son passé. Ça, c'est... Donc il faut, c'est cette espèce de respect de l'Océanien dans son temps que j'aimerais changer, que j'aimerais voir changer. Et puis bon, et puis tout en fait, il y a plein de choses. Oui, tout est fabuleux. Mais l'image du paradis quand même, c'est une image qui peut être dramatique pour tout le monde parce que vous partez en Polynésie, vous pouvez tomber sur des paradis tellement artificiels parce que c'est des paradis pour touristes. En fait, vous avez les mêmes bungalows, les mêmes dans les îles au sud du Philippines, enfin, etc. Ouais. Bah oui, mais vous mettez aussi des photos magiques aussi. De temps quelquefois, c'est mon éditeur qui les a mises parce que moi, les photos que j'avais mises étaient moins belles. Toutes les vues d'avion, c'est pas moi. Ok, je comprends. Oui, je les ai acceptées. Hein. Ouais. Je reconnais en me disant, c'est pas mal que ça donne envie comme ça. Ça montre une autre parce que là, on se dit, je veux une maison là-dessus. Et... Ah oui, alors là, oui, mais alors si vous avez lu le texte, oui. c'est une île où les guerriers étaient réputés. Là. C'est ça. Oui. Il n'y en a plus aujourd'hui. C'est encore des Polynésiens fiers de leur passé, parce qu'ils savent quand même qu'ils appartenaient à un peuple conquérant, et puis qui sont costauds. Hein, c'est des gens... C'est des beaux bébés. Oui. Ah bah oui, parce qu'il y a une sélection naturelle qui s'est faite. Hein. Ouais, je comprends. En tout cas, j'ai appris énormément de choses et encore, j'ai pas eu le temps malheureusement de tout lire de A à Z, mais ça, c'est un livre qu'on peut prendre pour les vacances. L'Océanie ancienne de Maui. Maui, on dit ? Oui, Maui. Oui. À Kamehameha, que je croyais être un truc des Dragon Ball Z. Oui. Dragon Ball et compagnie. La première fois que j'ai parlé de Kamehameha, c'était quand je venais d'arriver, j'étais au lycée La Pérouse à ce moment-là, je n'étais pas encore à l'université. Et les élèves m'ont regardé et on croit que j'avais fait une farce. Ouais. Je leur dis, mais non, c'est les 5 premiers rois d'Hawaï qui s'appellent Kamehameha. C'est ça qui est génial. Et ce qui est intéressant, c'est que ça part de la dernière glaciation jusqu'au début du 19e. Oui. Donc, ça, c'est génial. Vous êtes formidable, Dominique. Bah écoutez, merci beaucoup. Je remontre ce livre qu'il faut absolument avoir, parce que ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas assez. Et je fais attention à la lumière, etc., pour qu'on voit bien. Donc, merci beaucoup. L'Océanie ancienne, mais c'est moi qui vous remercie. Merci d'être passé en France métropolitaine. Oui. J'y passe beaucoup de temps maintenant, ceci dit. Oui. En tout cas, vous avez une bonne mine, c'est sympa, parce que je sais que vous vivez loin. Merci beaucoup, et puis avec plaisir pour un prochain livre. D'accord. Vous êtes déjà dessus. Oui. Ouais. Ça y est, c'est parti. Quand vous voulez, vous êtes chez vous. Merci à vous. Beaucoup, merci à tous, à bientôt. Au revoir.